Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette partie, le débat du journal avec quatre invités. Il s'agit de Salifou Sangaré, il est secrétaire exécutif permanent de l'Association de sciences politiques. À ses côtés, le secrétaire exécutif du CGD, Kari Abdul Karim Saïdou. Nous avons également avec nous Antoine Kaboré qui est magistrat et à ses côtés, Faustin Évariste Concebo. Trois d'entre eux ont tous fait sciences politiques, je pense. Et puis un est très versé dans la question politique parce qu'il en est une fin d'observateur depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Il s'agit de Faustin Évariste Concebo. Mais ceux issus de Sciences Po, je pense qu'ils ont tous fait Sciences Po, ou droit en tout cas, c'est les trois. Antoine Caboret, Sciences Po, et puis Sciences Po aussi. Oui. Bon, donc on va parler avec des politologues très fins et puis un très grand observateur de la société politique et de la société burkinabé. Alors, les élections législatives et présidentielles ont connu leurs résultats provisoires parce qu'ils attendent bien sûr d'être validés par les juridictions en charge des différentes validations à ces niveaux-là. Il y a quand même au niveau des présidentielles un vainqueur, c'est Roch-Marc Christian Kaboré, 53,49%. Zéphirin Diabré, 29,65%. Et puis le troisième, c'est peut-être une des surprises, Tahirou Barry, à côté notamment également de la chute observée par Maître Sankara Benewende, qui se retrouve avec 2,77%, juste donc après Tahirou Barry. Alors messieurs, déjà sur ces présidentielles-là, quels enseignements on peut tirer lorsque vous avez vu ce, je ne dirais pas ce quartier, mais ce positionnement des 14 candidats? Je commencerai par Antoine Kaboré. Merci. Je crois que le premier élément qu'on peut retenir de ces élections, c'est, je dirais, la nature même des partis qui ont porté les candidats. Je note qu'il y a, pour les élections présidentielles, pour moi, deux partis qui ont une envergure nationale, et le MPP et je dirais, l'UPC, et que les autres partis politiques, au regard des résultats, sont en fait des partis qui ont une assise locale. Et donc, ça permet aussi de connaître la nature de nos partis politiques. Le deuxième aspect, on note qu'un parti qui est jeune, pour son âge, le MPP arrive, n'est-ce pas, à couvrir totalement le territoire national, mais cette vision première devrait être relativisée parce qu'en réalité, c'est un parti qui regorge aussi des cadres qui ont déjà, je dirais, un passé politique. Tu dirais un parti jeune dans le nom, mais vieux dans les habitudes? Pas dans les habitudes, mais peut-être par les personnes qui composent le parti. On note que bon, le parent revient relativement à un certain niveau. Après les années 2002, le parent remonte un peu à la surface au détriment, je dirais, de l'UNIRMS, qui n'a pas peut-être su capitaliser toute la sympathie qu'on a pu voir au cours de l'insurrection où toute la jeunesse se réclame un peu de Sankara, était au devant du combat et malheureusement on n'arrive pas à transformer ça au niveau, je dirais, des résultats électoraux. Et donc c'est ce que je note. Et puis bon, pour le reste, je pense que beaucoup doivent raisonnablement se convaincre qu'en réalité, ils peuvent être des partis politiques mais ils ne peuvent pas jouer un rôle majeur sur le plan national. Donc cela doit s'inscrire, n'est-ce pas, dans l'analyse aussi de la structure de nos partis politiques. Si on veut des partis forts, compétitifs, il faudrait que les gens peut-être aillent désormais vers des coalitions, vers des regroupements pour pouvoir peser plus que d'être seul et de ne pas pouvoir peser. Oui, Faustin Évariste Concebo. Oui, moi je note d'abord la forte faiblesse de l'opposition, parce que quand on totalise les voix de pratiquement les autres candidats, on va aller d'opposition dans la nouvelle configuration. Dans la nouvelle configuration et même, non, même au niveau de la présidentielle, parce que vous aviez d'abord un regroupement autour du MPP, parce qu'il y avait des partis qui s'étaient donc regroupés. Et vous aviez donc l'UPC aussi qui avait certains partis. Mais quand on regarde les candidats, puisque c'est une élection individuelle, d'abord c'est les individus au niveau de la présidentielle. Alors on se rend compte que au finish, finalement, l'opposition, enfin ceux qui se sont, enfin les plus grands ténors, c'était pratiquement l'UPC qui a comptabilisé pratiquement le double des voix pratiquement de tous les autres candidats. Donc, en fait, moi, je n'avais pas fait la part. Quand vous dites opposition dans les présidentielles, c'est vous avez déjà défini, ou bien vous faites la lecture déjà avec la nouvelle configuration de l'Assemblée. Peut-être la lecture, bon, peut-être je lis, mais bon, parce qu'on sait très bien que, parce que moi, en fait, je ne vois pas une grande différence par rapport à la venue du MPP pour moi, parce que c'est un parti nouveau, certes, mais la naissance de ce parti-là ne s'est pas fondée sur des divergences de gestion.
c'est des problèmes internes qui ont amené les anciens patrons du CDP, si on doit le dire, à migrer pour créer leur parti. Donc, ce n'est pas des problèmes de fond, de gestion, de gouvernance, de style. Donc, c'est quand même un parti qui fait partie de ce qu'on appelait l'exéphore. Oui, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est quelques points parce qu'ils avaient quand même dans leur plateforme des points qui rejoignaient ceux des partis membres de l'exéphore, notamment la révision de l'article 37 et le Sénat. Donc, ils avaient, parce que comme je dis, c'est pratiquement ils ont bénéficié de la structure, la super structure, donc c'est eux-mêmes qui faisaient. La preuve, plus tard, si on regarde un peu les voix au niveau donc législatif, vous verrez bien que ils ont empiété un peu ils ont pris les partis, ça s'est transvasé. L'ancienne majorité du CDP, il y a beaucoup ça s'est transvasé chez eux. Donc en fait, de ce point de vue, alors je vois que moi c'est ça, bon. Bien sûr, j'ai lié avec peut-être les législatives, mais ça, je note que il y a un problème de notre opposition, parce que ça se reflète au niveau des législatives. Hein, et donc, maintenant, que faut-il faire? Bien sûr, on parle d'émergence de parents, mais 3%, franchement, pour moi, c'est pas... Pour moi, on peut dire ceux qui pouvaient faire au moins 2 chiffres. Et je note aussi que, finalement, l'absence du CDP a été déterminante dans l'issue du scrutin. Parce que quand on regarde ce qu'ils ont dégagé comme résultat, malgré donc ce qui s'est passé, tout on a vu ils ont été donc sanctionnés, on a dit ils ont repris leur candidat et tout. Alors, quand on voit la force qu'ils ont dégagée, et on se dit que c'est un parti qui n'est pas mort, qui est toujours là. Vous êtes de ceux qui pensent, en revenant un peu en arrière, que si on n'avait pas mis hors jeu le CDP, on aurait eu forcément des présidentielles différentes? Je pense. Abdou Karim Saïdou. Oui, je pense que effectivement, quand on regarde ces résultats, notamment au niveau de la présidentielle, on a l'impression qu'on est en train d'aller vers une bipolarisation de la vie politique. Mais c'est un point de vue qu'on peut nuancer lorsqu'on observe, lorsqu'on compare avec les résultats des législatives où on a vu que le CDP a pu quand même obtenir jusqu'à 18 sièges. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut analyser les résultats de la présidentielle, justement en tenant compte du fait que le CDP n'avait pas de candidat. Donc je pense que ces résultats-là ne reflètent pas de façon juste la configuration du système partisan burkinabé. Et le deuxième élément qui me paraît important, c'est quand même l'importance des machines électorales. On voit bien que de tout temps, ce sont les partis qui arrivent à mobiliser une machine électorale, qui arrivent à mobiliser des ressources financières importantes, qui sont toujours en tête des différents scrutins. Donc la capacité d'un parti à obtenir des suffrages n'est pas tributaire de sa capacité programmatique, de la qualité de son offre électorale. Je pense que c'est ce qui ressort et cela confirme les tendances de la sociologie électorale, même sous le régime Compaoré. Salifou Sangaré. Enfin, j'avoue être un peu perdu dans tout ce que je viens d'entendre là. Parce que la dichotomie que mon ami Évariste établit entre l'opposition et la majorité, moi je ne sais pas de quoi ça retourne, parce que de mémoire de Burkinabé, le MPP quand même a été créé en janvier 2014. Et je crois que de janvier 2014 à novembre 2015, ce parti s'est littéralement inscrit dans l'opposition. Vous avez bien fait de répéter qu'il était dans les CFOP. Oui, donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut partir sur ce prisme-là. Moi je ne sais pas de quoi ça retourne. À l'inverse, ce que je peux dire, et je suis peut-être... un peu nuancé aussi quant à la sociologie politique des partis que l'on essaie de trouver avec l'absence ou non du CDP. Oui, certes, le CDP n'a pas pris part au scrutin, et je pense du reste que présidentiel. Voilà. Je pense que peut-être que nous gagnerons à beaucoup plus analyser de façon interne le présidentiel. Maintenant, ça donne une autre lecture quand on passe au législatif, étant donné que le CDP y est. Maintenant, pour revenir à la question, parce que je crois savoir que c'est les présidentielles qui constituent d'abord la thématique de départ, le scrutin aujourd'hui, avec ces résultats que nous connaissons, moi, me donne 3 ou 4 idées. Dans un premier temps, je salue et je crois que définitivement ce pays est inscrit dans une dynamique démocratique. Voilà. On n'avait pas beaucoup d'indicateurs permettant de dire que la transition allait finir avec un scrutin comme ça, avec un fort taux de participation.
Sur le taux de participation, là, est-ce qu'il y a même pas, est-ce que quand même on peut mettre un bémol? Oui, on peut mettre un bémol. Parce que 60%, avec ce qu'on a connu comme insurrection, avec ce qu'on a vu comme engagement politique, est-ce que 60% ne pose pas un problème véritablement de la qualité de notre fichier? Parce qu'il y a quand même 40% d'abstention, et dans des enjeux comme ce que l'on a connu, c'est quand même beaucoup. Oui. Même si, pour la première fois, on atteint 60%. Exactement. Exactement. Là, il faut le citer. Et puis, il faut citer aussi le court-circuitage de l'agenda politique que l'insurrection a entraîné. Parce que à l'époque, je pense que le Conseil fait partie de ceux qui avaient demandé et qui avaient lancé un appel à l'ouverture du fichier électoral pour un temps plus prolongé, parce que l'insurrection a encore galvanisé des gens qui se sont inscrits, quand bien même la période qui avait été réservée à cette inscription sur les listes électorales était relativement courte. Je pense peut-être qu'on serait revenu avec une période habituelle, parce que je crois que le CIDI a donné 2 semaines à l'époque. On aurait ouvert le fichier électoral pour une période plus étendue, après l'insurrection, certainement qu'on aurait un taux d'inscription beaucoup plus élevé. Qu'à cela ne tienne, 60% de mon point de vue, c'est déjà un record historique ici. Et deuxièmement, quand on regarde l'engouement des Burkinabés, il m'est revenu que pour les législatives, il n'y avait que 120 000 bulletins nuls, non? Un truc comme ça. Voilà, hier, c'est tel que j'ai suivi. À ce titre-là, là encore, il y a une avancée qu'il faut reconnaître. En tout état de cause, ce que je voudrais dire, c'est que c'est, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, je crois que c'est peut-être les seules ou les premières élections véritablement démocratiques, équitables et transparentes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, les observateurs l'ont tous mentionné dans les différents rapports, auxquels nous avons pu assister. Des scrutins ouverts. Ça, c'est déjà un acquis de mon point de vue. Le deuxième acquis de mon point de vue aussi peut résider dans ce pari pris de réussir ces élections-là dans ces conditions telles que vous les connaissez. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, au-delà de la généralité, je pense peut-être que les présidentielles peuvent nous donner d'autres prismes ou d'autres éléments d'analyse qui diffèrent légèrement des législatives. Alors, je veux juste préciser, c'était 150 543 bulletins nuls, ou comment ils appellent l'expression qui disait il n'y a pas d'accord ou il n'y a pas eu d'accord. Ça faisait 4,75%, et pour les présidentielles, on était à 191 000 et quelques, à peu près de 200 000. Il y a quand même 50 000 de différence, alors que les bulletins sont plus petits pour les présidentielles, et pour les municipales et législatives, ils sont plus grands. Donc, je n'ai pas compris pourquoi on a plus pêché dans les présidentielles que dans les législatives. Ça, c'était notre débat. Mais sur cette question, Antoine Kaboré avait levé un aspect important, c'est quand même la chute du sankarisme, notamment de Maître Sankara. Comment on peut l'expliquer? Parce que pour moi, c'est quand même le grand perdant de ces élections présidentielles-là. Abdul Karim Saïdou. Bon, je pense que cela peut s'expliquer peut-être par le déficit d'ancrage du sankarisme dans le monde rural. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on parle d'électorat au Burkina Faso, c'est quand même le monde rural d'abord. Je crois savoir que le monde rural... Sur les 5 500 000, il y a quand même 2 millions dans les villes. Hein. Ouaré et Bobo principalement, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais le monde rural, quand même, est extrêmement important. C'est plus de 80% de la population. C'est vrai qu'au niveau de l'électorat, les zones urbaines également sont valablement représentées dans le fichier. Mais je pense que de façon générale, c'est peut-être ce déficit d'ancrage des idéologies au niveau des populations. Et c'est peut-être un paradoxe lorsqu'on voit effectivement la figure de Thomas Sankara pendant l'insurrection et que les électeurs, la majorité des électeurs accordent leur suffrage à un parti dont les leaders ont accompagné Blaise Compaoré pendant 26 ans. C'est peut-être un paradoxe qu'il faut essayer d'analyser, de mon point de vue. Mais je crois qu'il faut aussi ne pas perdre de vue l'absence d'une machine électorale. Parce que ce que je disais tout à l'heure, au Burkina Faso et dans la plupart des pays africains, malheureusement, l'argent joue un rôle disproportionné dans la campagne électorale. Donc, quelle que soit la beauté de votre discours, la qualité de votre offre électorale, ben, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas gagner les élections. Est-ce que c'est seulement la machine électorale en termes d'argent? Est-ce que c'est aussi la structuration du parti? Parce que le directeur de campagne du MPP disait on a 900 000 personnes dans notre architecture du parti. À partir de ce moment-là, on est capable de dupliquer, même s'il a certainement embelli les choses. Est-ce que certains partis ne payent pas le prix de ne pas être véritablement implantés au niveau national? Antoine Kaboré. Oui. Je crois qu'un parti politique, comme on l'a dit, c'est une organisation qui doit occuper le terrain. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a 2 partis qui ont une envergure nationale. Et véritablement, quand vous avez l'assise nationale, vous ne pouvez que récolter des résultats. Et
nous avons beaucoup de partis politiques qui malheureusement ne sont que des partis installés au niveau local. Et lorsque vous dépassez leur sphère ou la localité où elles sont implantées, ils ne représentent plus rien, ces partis politiques-là. Ça, c'est une évidence. Pour revenir à la question du sankarisme, je crois que l'image de Thomas Sankara ne peut pas suffire pour effectivement entraîner une mobilisation politique autour d'un parti politique. Il faudrait peut-être aller au-delà. Et je pense que le péché mignon des partis sankaristes, c'est de ne pas pouvoir proposer quelque chose de clair, de visible aux populations, au-delà du fait de professer le sankarisme qu'on voit à travers l'image de Thomas Sankara. C'est vrai, tout le monde adule le président Thomas Sankara, mais les populations ont besoin de réponses claires et pertinentes par rapport aux préoccupations qui sont les leurs tous les jours. Et je pense que c'est cette mutation que les partis sankaristes devraient faire. Et quand vous regardez au-delà, même l'implantation des partis sankaristes, il y a, moi de mon point de vue, un problème de sankarisme où l'UNIPLS n'a pas réussi à avoir une envergure nationale. À cela, il faut ajouter le fait que la convention qui avait été tant annoncée pour fédérer toutes les forces sankaristes présidées par Madame Sankara, à la fin, n'a pas permis de régler la maladie infantile des sankaristes, à savoir se diviser. Et donc, ce sont des aspects qui discréditent. Les Burkinabés aiment Sankara, mais aujourd'hui, ils veulent des réponses à leurs préoccupations. Avant que l'on parle de la place Ouedraogo. D'abord, je pense que pour moi, les élections, c'est vrai que ces élections, on peut les qualifier d'ouvertes, mais en 1978, on a fait des élections de haute facture. C'est vrai que nous étions jeunes, mais nous avions suivi. Et moi, je peux peut-être faire le parallèle. Je ne dirais pas que les élections que nous avons vécues là, c'est certainement une bonne élection, mais le pays en avait déjà produit. C'est vrai, nous étions l'intermède révolutionnaire où on est venu casser tout et puis c'était des combinés, des manipulations. Je reconnais que depuis 1991 à maintenant, certainement c'est une des élections de qualité. On va se satisfaire de ça parce qu'on va remonter à 78. Maintenant, ce que je dis là par rapport à la notion d'opposition ou pas, par rapport donc au MPP, c'est vrai qu'il y a matière à débat, mais bon, comme c'est pas le sujet, comme c'est pas le sujet voilà, de débat, on va pas rentrer dedans. Maintenant, pour revenir, bon, moi j'ai écouté les uns les autres, mais sankarisme, c'est vrai, hein, c'est une notion, tout le monde voit. C'est un contenu de Sankara. C'est un concept, mais oui, attendez, c'est un concept. J'ai l'impression que beaucoup de lecteurs ne se retrouvent pas. On n'a pas vu. Moi, le parti Sankari, par exemple, des partis sankaristes existent, mais en termes de comportement. Ouais, moi, on n'a pas vu. Quand ils sont allés à l'Assemblée, ils ont tous pris des voitures de 25 millions. Moi, je suis que Thomas Sankara n'aurait pas accepté ça. Finalement, ça a dilué dans l'esprit des gens. Les gens ne voient pas la différence. C'est un concept, c'est un fonds de commerce que d'autres utilisent, mais finalement, ils ont les mêmes pratiques. Donc, je pense que c'est une des explications. Maintenant, peut-être qu'il y a aussi un problème par rapport à leurs candidats. Je ne sais pas, parce que quand pendant une longue période, vous êtes toujours en train de faire des élections et que ça n'évolue pas, forcément, il faut se poser des questions. Maintenant, sur la base, c'est vrai qu'il y a l'implantation, mais c'est l'argent quand on discute. Pour pouvoir se déplacer, c'est vrai, hein, ça, il ne faut pas se leurrer. Si ces deux grands partis ont émergé, il y a quelque part aussi, parce que pour atteindre l'électeur, il faut de l'argent. Pour mobiliser l'électeur, il faut de l'argent. Donc il faut une machine. Et bien sûr, hein, les MPP avaient une avance, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Et ils ont maîtrisé pratiquement l'électorat. Eux, ils ont des électeurs. Ils ont beaucoup d'électeurs. Et c'est ce que je me suis rendu compte quand on regardait déjà les études du CGD qui disaient à l'époque que, quelles que soient les élections qu'on organise, ils partaient. Parce que pour moi, en fait, jusqu'à preuve du contraire, hein, je pense que cet électorat-là du CDP a été certainement divisé. Parce qu'ils sont partis avec des gens, donc avec un appareil, le terrain, et c'est ça. Bon, et les résultats, on l'a vu. Donc, maintenant, par rapport donc, au programme, moi je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas sûr que c'est des valeurs que les gens regardent pour. Sinon, les valeurs de l'insurrection, on allait les traduire autrement. C'est peut-être des intérêts ou d'autres jeux. Moi. Alors, il y a une. Oui, Salifou. À propos du sankarisme, et là je suis parfaitement d'accord avec Évariste quand il dit que, dans tous les cas, l'élection, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, sans verser dans la plutocratie, faire de la campagne, c'est avoir les moyens d'aller. Voilà. Il n'y a qu'à regarder qu'aujourd'hui,
tous ceux qui sont des leaders ou qui sont apparentés à des leaders, ne serait-ce que dans le quartier à Ouagadougou ici, mais si vous êtes déjà affiché sous une bannière, il y a des demandes sociales qui s'adressent à vous. Nécessairement, ça va de soi. C'est ça aussi le côté pendant de la démocratie. Ce que je voudrais dire sur le modèle libéral, je veux dire... pendant de notre fonctionnement démocratique. Non, la démocratie libérale. Voilà. Non, la démocratie libérale en général, c'est pas la nôtre. En Afrique. Oui, et même partout. Oui, mais moins quand même. Avec moins d'effets. Avec moins d'effets parce qu'au moins ils sont à des valeurs postmodernes. Nous sommes encore à des valeurs antérieures à la période moderne. Je rappelle à mes téléspectateurs qu'il est philosophe de nature et qu'il a commencé à parler de valeurs. Voilà. Et ce que je voudrais dire sur le sankarisme, je pense peut-être, sans vouloir entrer dans les détails, pour abonder dans le même sens de ce que mes camarades ont dit, c'est que je pense que pendant 5 ans, M. Sankara, qui est passé pendant plusieurs années pour la figure de proue du sankarisme, a peut-être commis deux péchés politiques dans sa trajectoire. Primo, je pense qu'il s'est planté lourdement en s'identifiant entièrement à la cause du chef de file de l'opposition. Pendant 5 ans, son discours était lénifiant. En tant que chef de file de l'opposition, on entendait que ça, c'était le leitmotiv qui l'a servi à l'opinion. Pour finir, je me demandais, l'opinion se demandait, est-ce que M. Sankara, c'est son parti, l'opposition, ou bien c'est son parti, l'UNIR PS, ou c'est l'UNIR MS encore. Deuxième péché, je crois, deuxième péché politique, je crois, outre le fait de s'être identifié corps et âme à cette fonction-là qui a desservi son groupe familial de départ, je pense peut-être que l'alliance avec Mariam Sankara sur le dossier Sankara a été contre-productif. De mon point de vue, il en a quasi fait une affaire personnelle. Alors ça, c'est pas productif sur le plan électoral. Moi, je me demandais souvent, est-ce que on pouvait faire la différence entre le dossier en justice et le dossier politique. Donc, il y a une forme de perception instrumentalisée du sankarisme qui est fait par l'acteur, à tel enseigne que au rebours des préoccupations et des attentes sociales auxquelles Antoine fait allusion, il n'y a pas de réponse. C'est comme si tout son programme politique était de rendre justice à Sankara. Mais les populations, ce n'est pas ça qui les attire en premier lieu. Qu'est-ce que tu fais pour résoudre la question de la crise énergétique incarnée par la Sonabel? Qu'est-ce que tu nous apportes comme solution? C'est peut-être des questions fondamentales auxquelles il n'a pas accordé autant d'attention qu'il fallait. Voilà, alors, il y a quelqu'un qui a été assez polémique dans cette campagne, c'est Ablassé Ouedraogo. Il avait dit qu'il était, je vais répéter en gros, je caricature, musulman, motif du centre, fils de paysan. Et quand je regarde, d'ailleurs ça c'est important, tous les leaders dont on parle ont été battus par Roch Marc Christian Kaboré, même dans leur région d'origine. Roch a été battu par deux personnes, dans le centre-sud et le centre-est, c'est par Théphirène Diabré. Tous les autres ont été battus, même dans leur zone d'origine. Alors, le Mouaga, fils de paysan, musulman, comment s'est-il fait qu'il s'est pris une telle raclée au niveau de ces présidentielles-là? Antoine Kaboré. Non, mais vous avez la réponse. C'est un discours qui ne porte pas. Moi, je rappelle que Al-Bassé a fait 1,93%. Je pense que c'est une sortie malheureuse. Au Burkina, heureusement, jusque-là, on ne s'identifie pas à l'ethnie, à la religion. Et à l'époque, la réprobation générale qui avait accompagné, n'est-ce pas, ces propos-là, montre clairement l'esprit que les Burkinabés affichent. Et tant mieux pour notre démocratie. Si vous voulez faire de la politique, il faut avoir des idées, il faut avoir un appareil, chercher à convaincre. Sinon, vous avez beau avoir un groupe ethnique qui compte 90%, ce n'est pas un atout pour vous. Du reste, plusieurs personnes pouvaient se réclamer, n'est-ce pas, de ces critères que lui-même il a fixés. Mais ce n'est pas ça qui intéresse le Burkinabé. Je pense que c'est une très belle leçon que les électeurs donnent à ceux-là qui peuvent se livrer à des aventures sans lendemain. Abdul Karim, salut. Oui, je pense que le Burkina Faso n'est pas... Ce type de clivage-là ne sont pas utilisés à des fins électorales. Ça ne porte pas sur le plan politique, sur le plan électoral. Est-ce que de façon souterraine, ça ne définit pas le vote quand même? Non, mais même si ça joue, ça ne suffit pas, en fait. Même si ça joue, ça ne suffit pas. Il y a un de mes amis qui me dit, mais oui, il était Mouaga, mais il y a Mouaga plus riche que lui. Donc, pour dire qu'il y a d'autres facteurs, il y a la machine électorale dont parlait Antoine, il y a les soutiens, les alliés. On sait très bien le rôle que joue la chefferie coutumière, on sait le rôle que jouent les opérateurs économiques, les notables, on sait le rôle également que joue la stratégie, l'organisation. Il faut une sophistication de l'appareil politique. Donc, le seul fait d'appartenir au groupe dominant, qu'il soit un groupe religieux ou ethnique, ne suffit pas. Et je crois que le Burkina Faso, quand on le compare avec d'autres pays comme le Nigeria, le Niger, en tout cas, ce genre de questions-là ne sont pas très politisées.
Oui, sur ça, sinon j'ai parlé des femmes, les deux seules femmes. Non, je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Sur le cas Blessé Ouedraogo. C'est les conséquences de ce qu'il a semé. Mes connaissances de Burkinabé et mes connaissances du terrain, moi je trouve que c'était une plaisanterie. Ce monsieur, d'abord, j'ai commencé à me poser des questions pendant la tentative de putsch. Pendant que les gens couraient, ils lui disaient que tout était négociable. Bon, déjà, il a fait plein de bourdes. Je ne sais pas s'il le fait exprès ou c'est sa nature. Donc, de toute façon, les Burkinabés ont montré qu'ils étaient quand même responsables, je pense. Alors, il y avait deux femmes. Madame Françoise Toé, c'est celle qui tient je dirais pas le bonnet d'âne, mais elle est en bout de liste, 0,26%. Et puis Sarah Sérémé Séré, qui fait 1,73%. On n'est pas encore prêt à élire des femmes dans la politique burkinabé. Bon, Madame Toé, vous avez vu le départ, la candidature. D'abord, investie au nom d'un parti, ça crée pas mal de problèmes. Elle a dû aller sous la bannière MLN. Et donc, manifestement, les départs n'étaient pas... Elle est partie comme indépendante. Oui, mais au départ, elle avait été investie par un parti. Et donc, ça, d'abord, le départ n'était pas bien fait. Et puis, bon, pour Sarah Sérémé, c'est vrai, c'est une dame qui avait quand même une certaine envergure, mais peut-être pas de nature à pouvoir jouer un rôle de premier plan pour une élection présidentielle. Et donc, ça pose toujours le problème de peut-être l'alliance possible qu'elle aurait pu faire au départ, la création du MPP et autres. On a pensé qu'en peut-être se mettant dans un groupe, elle se faisait phagocyter, mais je pense personnellement qu'elle n'avait pas l'envergure peut-être nécessaire pour porter un discours fort pour des élections présidentielles. Salifou Sangaré. Oui, je pense que ce n'est pas une question de femmes à même de diriger notre pays ou pas. L'offre politique était relativement pauvre. Ça, il faut le dire. Quand j'entends par offre politique, il y a à la fois la proposition de projet de société, et je ne crois pas que, à entendre ces deux candidates-là... On a dit que le projet de société du MPP était un copier-coller du CDP. Est-ce que c'est vraiment ce que les gens... Non, c'est archi faux. C'est archi faux. J'ai lu les deux programmes. Il n'y a pas un point convergent entre les deux. Vous avez un appareil. Oui, je le dis et je le répète. Voilà, ne serait-ce que sur la base de la ligne idéologique, je crois que la différence était abyssale entre les deux programmes. Ceux qui l'ont dit, l'ont certainement dit de mauvaise foi, ou alors ils n'ont lu aucun des deux programmes. Moi, je ne vois nullement de points identiques entre les deux. Ça, je crois que c'était à but électoraliste, c'était pour discréditer notre parti. Soit dit, pour revenir aux deux candidates malheureuses, je crois peut-être que, bon, sous réserve de ce que certains diront, je ne pense pas que la dimension sexiste puisse avoir prise là-dessus. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, l'opinion nationale, les électeurs burkinabés ne veulent pas se faire gouverner par des femmes. Et ça revient toujours à la question de qui accompagne ces candidates-là. Et je crois savoir que Sarah Sérémé, tout comme Mme Touré, bon, je n'ose pas dire qu'elle n'avait pas l'envergure, parce que la détermination de l'envergure, c'est le peuple qui le dit. Maintenant, la détermination, ça donne 0,26% pour Mme Touré et 1,74% pour Sarah Sérémé, 1,73%. C'est sans commentaire. Alors, on va parler des élections législatives, parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est fait dans notre espace. Il y a quand même des partis qui apparaissent. Moi, je regarde et j'ai une configuration de trois partis. Un premier qui est le MPP, avec, si je retrouve mes bonnes notes, 55 sièges, dans une assemblée qui en compte 127. Ensuite, vous avez l'UPC, 33. Et puis, vous avez le CDP, 18. On a l'impression que, pour une fois, on va avoir une assemblée où le débat peut devenir intéressant, même si pour beaucoup de personnes, la question de la stabilité gouvernementale peut se poser avec une telle assemblée. Karim Saïdou, j'ai lu votre post sur Facebook sur cette question justement. Oui, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Hein. Moi, de mon point de vue, il n'y a pas de drame, hein, parce que le MPP quand même est en tête, hein, avec 55% et avec 55 députés, même s'il n'a pas la majorité absolue. Je pense qu'il faut attendre que les tractations en cours aboutissent pour savoir si oui ou non il va avoir la majorité absolue, parce que je pense qu'il y a la possibilité de démarcher les autres partis, tels que l'Union européenne qui a quand même 5 députés,
l'ADF... Si on écoute le directeur de campagne, qui est un des premiers vice-présidents du parti, qui a dit donc, avec ses camarades, l'UNIPRS, c'était acquis que les 5 iront. Oui, je pense qu'il faut être prudent. Il faut attendre que chaque parti représenté au Parlement se positionne. Est-ce qu'il va être un parti d'opposition ou bien il va soutenir la mouvance présidentielle? C'est à partir de ce moment qu'on va savoir si oui ou non le MPP va avoir la majorité absolue. Mais de mon point de vue, même s'il n'a pas la majorité absolue, ce n'est pas, je dirais, un problème majeur, dans la mesure où je crois que la dynamique qui va s'enclencher, c'est une dynamique de recherche de compromis, de dialogue, de consensus sur les sujets controversés. Et on oublie aussi très souvent que même sous le régime de Blaise Compaoré, quand le CDP était au pouvoir, l'opposition politique n'a pas toujours rejeté de façon systématique les projets de loi qui sont initiés par le CDP. Je pense que c'est peut-être sur des sujets controversés qu'on peut avoir peut-être des tentatives de blocage, mais de mon point de vue, le seul problème qui peut se poser, c'est peut-être au niveau de l'investiture du Premier ministre, parce qu'il faut quand même la majorité absolue pour valider la nomination du Premier ministre, notamment à l'issue des discussions sur la déclaration de politique générale. Donc je crois que c'est un Parlement pluriel et il faut se rappeler que le rôle du Parlement, c'est avant tout un rôle de contre-pouvoir. Donc que le président n'ait pas la majorité au Parlement, pour moi, c'est même une bonne chose. C'est le cas actuellement au Bénin, mais le Bénin n'est pas en crise. Oui, je pense que la bonne nouvelle qui pouvait nous arriver, c'est d'avoir ce type de Parlement-là, qui soit le reflet de plusieurs sensibilités politiques, et donc qui entraîne peut-être 3 aspects de la vie parlementaire et même de la vie institutionnelle de façon générale sous ce nouveau régime-là. D'abord, ça oblige le parti qui a le plus de députés, et donc le MPP, à négocier. Ça, c'est déjà un pas important. Je pense que l'une des tares du CDP, c'est de s'être jamais retrouvé dans une posture de ce type-là. Donc, ce qu'on veut, on peut faire passer quand on veut souvent. Dans un deuxième temps, ça va amener, et je pense que c'est le printemps des stratèges politiques qui va commencer. C'est-à-dire que la capacité à trouver le consensus, donc à céder et à reprendre, ou à donner ou à reprendre. Et enfin, je pense peut-être que le Parlement tel qu'il est configuré, c'est sûr que la majorité va se dégager avant que le Premier ministre ne soit choisi. Ça, je le pense. Et donc, ça va permettre certainement des alliances qui vont être soit sur la base idéologique, parce que quand on regarde les différents clivages qui sont là, que le premier vice-président du MPP parle de camarades, ça veut dire que c'est sur la base idéologique, sur la base de clivage droite-gauche, pour parler comme les Français, c'est-à-dire les sociaux, ou ceux qui sont de la social-démocratie et les partis qui sont d'obédience libérale. Cette alliance peut se nouer. C'est cette base-là, on peut arriver à un consensus qui puisse permettre, comme il a dit, une sorte de clivage, de sorte que l'opposition en face ne soit pas complètement démunie, parce que tous les partis ne peuvent pas constituer un groupe parlementaire. Voilà, à ce que je constate. Il y a tout au plus 3 partis qui peuvent constituer de groupes parlementaires. Si la base est 10 au minimum. Si la base fait 10, il n'y a que 3. Et moi, c'est l'aspect sur lequel mon attention a été captée, c'est la capacité du CDP à avoir 18 députés. C'est révélateur de l'ancrage de ce parti-là. C'est vrai que, et c'est là peut-être où mon ami Conceveux peut avoir raison, c'est vrai qu'au-delà de tout, le parti est implanté. C'est-à-dire qu'on a peut-être rejeté une certaine façon de faire à un moment donné du CDP, mais on n'a pas toujours rejeté cette gestion du CDP à tout point de vue. Je pense peut-être que le grief majeur, c'était la patrimonialisation, pour reprendre l'expression de l'autre. Voilà. Au-delà de ça, on ne peut pas dire que toute la gestion du CDP était mauvaise. Et un parti qui réussit à faire au moins 2 décennies au pouvoir, c'est qu'il a un ancrage national. Oui, François Évariste Concebo. Oui, bon, je suis parfaitement d'accord avec mon ami. Je suis d'accord. Oui, mais maintenant, ce qu'il a dit, des choses qui m'inquiètent un peu, qui me font peur, c'est la notion de négocier. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans le cas de M. Ablassé, qui, pendant les temps forts de putsch, là, lui disait que tout était négociable. Parce que maintenant, la question du respect de la confiance des électeurs, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va négocier. Bon, on sait très bien que il ne faudra pas que ce soit des compromissions, au point que comment dirais-je, on oublie quand même, parce que les électeurs ont fait confiance en portant les voix sur tel ou tel parti. Bon, maintenant, comment on fait? Mais moi, en fait, je suis un peu rassuré. Quelle que soit quand on regarde la configuration actuelle,
même si, quelles que soient les alliances qui peuvent se faire et qui dégagent une majorité absolue, moi je note quand même qu'il y aura une minorité de blocage. Une minorité qui saura se faire entendre. Mais là encore où il y a des inquiétudes, bon, j'ai entendu parler du gouvernement d'alliance populaire. Bon, c'est le mot alliance. Non, vous avez gagné vos élections. Moi, à mon avis, ceux qui ont gagné les élections doivent gouverner et l'opposition doit faire son travail. Parce que après, quand on dilue... Il n'a pas dit un gouvernement d'union nationale, ce qui est quand même assez particulier. C'est la la première fois que je vois cet aspect-là. Donc ça dépasse la question peut-être des partis politiques pour toucher d'autres aspects. Parce que justement... Oui, mais il y a la question de l'imputabilité. Si vous diluez plusieurs partis... parce que là, on les attend sur leur programme. Un parti comme l'UPC a dit de façon claire et nette qu'ils vont avoir une opposition républicaine, mais ils vont être dans l'opposition. Donc déjà, je vois mal quelqu'un qui est dans l'opposition être présent dans le gouvernement. Il y a un programme qui a été voté, élu par les Burkinabés, c'est celui du MPP. Mais quand on laisse le MPP conduire son programme pour qu'au finish, on puisse demander des comptes, on puisse juger. Maintenant, les gens, si dans ce jeu-là, moi je risque de me perdre, honnêtement. Oui, Antoine Kaboré. Un parlement assez riche pour moi, parce que nous sommes dans une phase après une insurrection et on convient tous que effectivement il faut que les Burkinabés puissent se parler, que les Burkinabés puissent concéder des choses pour aller à l'essentiel et se réconcilier. Si on est dans cette logique, le Parlement que nous avons s'inscrit dans cette dynamique parce que la majorité MPP est obligée de tenir compte des positions des autres composantes pour pouvoir avancer. Cela est d'autant plus vrai que nous sommes dans une logique de refonte et de réforme de nos institutions. Et quand vous regardez les majorités qu'il faut pour adopter les lois organiques concernant les institutions majeures, vous ne pouvez pas les passer à la majorité absolue. Il faut les majorités qualifiées de 3/4 et donc indéniablement vous êtes obligé de négocier avec les forces dites de l'opposition pour avoir des institutions qui reflètent la volonté de tout le monde. Les institutions doivent dire ouf, parce que sinon beaucoup de lois passées par les CNT ne seraient pas passées. Oui, et un autre élément qu'il faut ajouter certainement, et moi je pense que c'est un élément déterminant, c'est que la société civile puisse jouer son rôle de veille pour pouvoir accompagner en réalité cette opposition qu'il y aura au Parlement, pour pouvoir en réalité freiner un peu cette majorité qui peut se mettre en place. C'est en ce sens que quand j'entends gouvernement, alliance populaire, si cela permet de prendre aussi les organisations de la société civile, pour moi ce serait vraiment une erreur parce que véritablement en dehors du Parlement, on n'aura pas d'autre son de cloche pour pouvoir attirer l'attention des gouvernants sur peut-être des actions qu'ils mèneraient qui n'iraient pas dans le sens en griffe de l'esprit de l'insurrection comme on le dit. Oui. Salifou Sangaré. Je voudrais revenir sur un concept là, le concept de négocier. Ce que je voudrais dire par là, c'est que c'est fini le temps du Tugili là. Voilà. J'insiste là-dessus. J'ai découvert un autre mot, ça s'appelle comment? Le Kukawa Mori, c'est Vimkuka ou quelque chose comme ça. Mouvuka. Mon Mori s'est enrichi. Je voudrais dire qu'avec la fin de ce Tugili là, c'est tout simplement que les différents acteurs ne peuvent plus verrouiller la voie institutionnelle. Je pense, et je le dis, l'une des causes ayant entraîné le rejet du régime, de l'ancien régime, puis qui a abouti jusqu'à l'insurrection, c'est que les voies institutionnelles étaient verrouillées. Voilà. L'opposition ne se faisait pas entendre au Parlement. Et je pense qu'avec cette configuration, au moins nous avons la chance d'avoir une contestation institutionnelle. Au Parlement, on ne peut plus. Parce que si 33, ne serait-ce que les 33 députés de l'UPC, s'ils quittent l'hémicycle, ça ne fait pas, ça va faire désordre. Voilà, ça va faire désordre. C'est dans ce sens que je parle de négocier. Ce qui voudrait dire deuxièmement que n'importe quel projet ne peut plus passer. Les projets de développement, les projets farfelus ne passeront plus. Parce qu'il faudrait maintenant que ceux-mêmes qui ont le pouvoir puissent mettre du sérieux dans les propositions, que ce soit les propositions de loi, les propositions de... Tout ça, ça va demander un peu plus de sérieux. C'est pourquoi je pense que nous aurons affaire à un régime beaucoup plus démocratique. Parce que la configuration du Parlement même oblige les uns et les autres à s'asseoir et à rechercher le consensus, mais pas la compromission. Non, je ne crois pas ça. Salifou Sangara a parlé de quelque chose d'important, c'est la force du CDP. 18 pour un parti à qui on a fermé les vannes financières pour les élections. Un parti où la majorité des ténors, parce qu'ils étaient députés, avaient signé donc cet appel à la révision de l'article 37 parce qu'ils étaient ministres, ont été absents. Et pourtant, 18 députés, c'est quand même quelque chose d'assez fort.
Oui, quelque chose d'assez fort et je pense que le docteur Sangaré l'a déjà dit. Cela veut dire que certainement que le CDP en tant qu'appareil politique n'était pas vomi dans tous les sens du terme. Il faut peut-être à ce parti-là la force nécessaire pour pouvoir se recomposer véritablement, trouver de nouveaux leaders qui vont incarner la nouvelle donne au regard de la situation après les 30 et 31 octobre. Et je pense que on peut compter avec le CDP pour des élections municipales ou encore dans 5 ans. Parce que j'avoue que en termes d'implantation, après le MPP, moi je vois le CDP. L'UPC est toujours en train de grandir. Alors que ces deux partis ont déjà atteint, je dirais, un seuil il faudra aux autres partis un certain temps pour pouvoir avoir cette même assise. Et donc le CDP, peut-être a fait comme la technique du roseau, se plier quand le vent soufflait très fort, mais je pense qu'il faut sérieusement compter avec ce parti pour les compétitions à venir. Il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est quand même des partis qui sont liés à des personnes. Hein, j'ai vu par exemple au DT une personne, hein, c'est l'ancien maire de l'arrondissement numéro 4 à Ouagadougou. PDS Betba, une personne, c'est Aziz, le fils de Abba Diallo. RDS, une personne. UBN, une personne. Alors, comment vous, les analystes, comment vous jugez cette situation? NAFA, deux personnes. Hein, c'est quand même souvent, on regarde, c'est un parti, une voix, une personne. Oui, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de partis n'ont pas d'implantation nationale. Même les candidats à la présidentielle, tous les candidats n'étaient pas partis avec l'ambition de gagner la présidentielle. Parce que c'est une façon d'avoir une visibilité politique, c'est une façon de négocier après des postes politiques, se positionner sur l'échiquier politique. Et donc, il y a ces partis qui ont cette implantation locale et qui peuvent s'en accommoder, c'est-à-dire se battre juste pour avoir un poste de député, mais en tout cas, en termes d'implantation nationale, je pense que c'est très difficile pour les partis là d'avoir des ambitions. Voilà. Je pense qu'au regard des réformes qui sont en cours, notamment quand je prends l'avant-projet de loi portant régime des partis politiques qui a été proposé par la commission des réformes, je pense qu'il y a des réformes qu'il faut faire dans ce sens, quoi, pour qu'on sache véritablement quel type de parti on veut dans ce pays. Est-ce qu'on veut des partis à dimension locale ou bien on veut des partis qui ont une envergure nationale? Oui. Alors, on va terminer cet aspect avec notamment le fait, vous allez vous dire que je m'acharne, mais Ablaye Ouédraogo n'est pas député. Sarah Sélémé et son parti n'a même pas un seul député. Est-ce que ces personnes-là se sont tirées une balle et politiquement elles sont mortes ou est-ce qu'elles seront revenues? Antoine Kabou. Alors je pense que peut-être ces personnes ont mal apprécié peut-être leur niveau de popularité. Et comme il a dit, c'est bon d'avoir une assise locale, mais je pense que l'intelligence politique voudrait que les individus qui ont des assises locales et qui n'ont pas de disparité au niveau de l'orientation idéologique puissent s'associer. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Quand moi je regarde comment est-ce que Feu Arba Diallo avait réussi à monter le PDS, mais pas jusqu'à un certain niveau, lui aussi quand il venait, c'est vrai, son parti beaucoup plus était Dori. Mais il a réussi, par sa force de négociation, à s'allier d'autres acteurs, de sorte à pouvoir monter en puissance jusqu'à être la deuxième formation politique aux élections de 2010. Donc c'est cela qu'on demande à nos leaders politiques. Il faut aller au-delà, n'est-ce pas, de son chef individuel, négocier, parce que pour moi, des personnes comme la présidente du PDC ou bien Ablacé, ils auraient pu négocier mieux en s'alliant à d'autres partis pour pouvoir peser lourd. Oui, parce que j'ai vu certains candidats, toute modestie gardée, moi-même j'aurais pu me porter candidat, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Non, parce qu'on a vu que il ne suffit pas de vouloir pour aller. Hein. Ah oui, bon, donc quand c'est comme ça, on se range derrière la personne qu'on estime avoir vos idées ou avoir la capacité. C'est d'abord une question de capacité. La popularité ne suffit pas. Il y a des moyens, il y a une question d'organisation. Bon, c'est l'éternel problème de l'opposition burkinabé. Tout le monde veut être chef. Hein, tout le monde. Parfois, il faut accepter, discuter sur la base en fait, des idées. Il faut amener la politique sur la base des idées. Et peut-être, je pense que ce sera le rôle, hein, pour moi, ce que je pense du futur chef de l'opposition. Et j'ose espérer qu'il va avoir l'ambition de réorganiser sérieusement l'opposition pour porter vraiment des contre-pouvoirs, les réponses qu'il faut et préparer, je ne sais pas, la suite de l'alternance. Parce que pour moi, ce qui est arrivé là, c'est une étape. La victoire du MPP, c'est une étape vers
encore d'autres aventures démocratiques. Donc, et pour cela, il faut une opposition forte. Tout à fait. Oui. Salifou Sangaré. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'ils ont dit, avec deux idées que je voudrais avancer dans le sens d'enrichir ce débat-là. C'est vrai, au-delà de la recherche de l'implantation, qui a été un impératif pour tout parti politique, il faudrait que peut-être que les leaders de ces partis-là aussi, se défassent de leur ego qui j'estime être surdimensionnés par moment. Ils n'ont pas une bonne approche de leur popularité, parce que popularité, ça n'est pas une. Profiter de l'insurrection et puis de tout ce qu'il y en a, et puis bon, passer par 2 ou 3 médias une fois en passant, ça ne fait pas de quelqu'un un leader politique. Le leader politique ou le leadership politique, ça se construit. À défaut d'en avoir un de purement naturel, de charismatique, ça se construit. Or, de toute évidence, Concevo l'a dit au début du départ ici, nous avons des sankaristes qui roulent les épaules, quoi. Voilà. Alors que Sankara lui-même, tout le monde sait qu'au-delà de ce qu'il était, c'est un homme foncièrement humble, foncièrement sociable. Alors, ce qui n'est pas le problème des sankaristes. Mais pour revenir au cas du CDP, et Antoine l'a dit, c'est le roseau. La seule condition pour que le CDP revienne, c'est peut-être de se départir de cette image tutélaire de la famille Compaoré. Je crois que ça va les desservir tant qu'ils ne pourront pas faire ce parricide-là, opérer cette rupture définitive et comprendre que le CDP historique est enterré. Le CDP historique, c'est tirer une balle dans le pied avec le projet de révision de l'article 37. Non, peut-être avec le coup d'État, parce que le projet de révision... Bon, je ne sais pas trop. Si vous pensez qu'ils sont dans le coup d'État, moi je n'avais pas la preuve qu'ils... Non, on a quand même des leaders qui sont suspectés d'y être, et le CDP n'a pas non plus condamné très fermement. La présomption d'innocence jusque-là. Donc tu es un bon juriste. Merci de me rappeler ça. Alors on va finir vraiment rapidement avec quelqu'un qui a tiré sa révérence, c'est Ramon Drago, 0,68%. Il a dit que c'était sa dernière élection présidentielle. Il a quand même animé notre vie politique, même si parfois moi j'ai des difficultés à suivre la ligne qu'il voulait tracer. Il a accompagné. Bon, Ah bon? C'est un accompagnateur. Moi, je pense que c'est assez compliqué, hein, de façon générale, même pour les partis verts en Afrique. Hein. On a l'impression qu'on se demande si c'est des ONG ou bien ce sont des partis politiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que véritablement la seule question écologique peut être le fondement d'un parti politique? Est-ce que ce n'est pas une question qu'il faut intégrer de façon systématique dans les offres électorales des partis politiques? Je pense que c'est ça. Il y a un problème d'ancrage de cette idéologie-là. En plus de cela, je crois que pour certains candidats, et Salvador Yamego l'a dit, hein, c'est-à-dire qu'il s'est porté candidat juste pour l'inclusion, pour ne pas laisser les champs libres à d'autres, c'est lui-même qui l'a dit. Donc je pense que quelque part c'est pour avoir une certaine visibilité, mais on peut vraiment s'interroger sur... Il a dit aussi que c'est pour avoir son identité à lui. Pourquoi on arrête définitivement de l'assimiler à son père et à son grand frère? Je crois que je le suis à la TNB. Bon, je suis candidat, donc je suis. Voilà, c'est quelque peu son leitmotiv, quoi. Je crois tout simplement qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et des candidats comme M. Ram et d'autres appartiennent à une époque révolue. Bon, c'est bien qu'ils aient constaté, il a beaucoup fait. Bon, c'est une nouvelle génération qui va venir, hein, de la même manière que d'autres sont passés. Alors on va finir avec... Alors, c'est vrai, le Burkina, depuis 1991, se targue d'être une démocratie. Et donc, au fur et à mesure que nous évoluons dans notre histoire politique, le débat politique devient exigeant. Et donc, il y a certains leaders politiques qui vont disparaître d'eux-mêmes. Même s'ils revenaient, les partis, en fait, les candidats les sanctionneraient. Et donc, c'est la logique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on dépasse le stade où chacun voulait être candidat pour aller véritablement vers des regroupements de partis politiques pour nous donner en réalité une véritable compétition politique au Burkina Faso. Et donc, c'est ce qu'il faut. Le MPP, le CDP et l'UPC nous indiquent le chemin. Il faut que les autres partis politiques travaillent dans ce sens pour que pour des élections présidentielles une prochaine fois, on ait au maximum 4-5 grands groupes qui puissent nous permettre effectivement en tant qu'électeurs de nous déterminer sur la base, n'est-ce pas, maintenant des programmes des partis politiques. Parce que maintenant, ce n'est pas ce qu'on utilise. Les prochaines élections présidentielles, si tout se passe bien et on touche du bois, ce se passera en 2020 et on verra à ce moment-là si Dieu nous prête longue vie. En tout cas, merci à vous qui avez participé à cette émission. Il s'agit donc d'Antoine Kaboré, magistrat, Faustin Evariste Concevo, président du SEC d'éveil, Abdul Karim Saïdou, secrétaire exécutif du CGD, et puis Salifou Sangaré, secrétaire exécutif permanent de l'association des séances politiques. Maintenant que les élections sont finies, place donc au débat politique. Parce que paradoxalement, pendant les élections, il n'y avait pas de débat politique. Allez, merci et bonne soirée à vous.